Citoyens, citoyennes, sujets, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu, qui est la suite de l'avant-dernière émission dans laquelle nous parlions des origines des rois de France et des premiers rois mérovingiens, les ancêtres de Clovis, jusqu'au moment où lui-même arrive au pouvoir. Alors, ici nous allons conclure, nous allons faire la deuxième partie de cette émission. Nous avions évoqué donc la figure juvénile de Clovis, nous avions évoqué la figure de son père et de ses ancêtres, hypothétiques ou non. Quand Clovis arrive au pouvoir, quand il devient roi, en tout cas roi de Tournai, il doit faire face à une problématique particulière qui est généralement celle des chefs de peuples conquérants qui ont pris une terre sur laquelle réside un peuple qui font la grande majorité de la population de ce territoire et qui ne sont pas issus du peuple du nouveau souverain. On a vu ça en Chine avec les empereurs moghols, on a vu ça en Russie avec la Horde d'Or, et généralement ça se finit pas très bien pour soit le peuple qui était présent avant la conquête, soit le peuple du conquérant. Mais en fait, il doit faire face à une triple problématique. Il doit satisfaire la grande majorité de la population du territoire, qui est gallo-romaine. Il doit satisfaire également les autorités ecclésiastiques chrétiennes, alors que lui-même n'est pas issu du monde chrétien, mais qu'il sait que ce monde est respecté par ses nouveaux sujets, par les populations de son territoire et du territoire qu'il veut conquérir, et il doit également rester un roi franc, donc avant tout un roi guerrier. Dans sa conquête du pouvoir, il a donc besoin de légitimité par rapport à ses adversaires. Clovis trouve un allié d'importance en la personne de l'évêque de Reims, Rémi. Celui-ci est un membre de la noblesse, justement gallo-romaine, issu de la noblesse, de l'élite sénatoriale romaine, qui possède la majorité des terres. Saint-Rémy, il va devenir Saint-Rémy à l'époque, donc l'évêque Rémy de Reims, lui connaît parfaitement les réalités locales, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le nord de la France, et il connaît assez bien la famille de Childéric, donc du père de Clovis. Qui est-il donc Saint-Rémy? Il est le métropolitain de la province qu'on appelle la Belgique seconde, c'est-à-dire qu'il est la plus haute autorité religieuse chrétienne de la province dont Clovis vient d'hériter. Et à la mort de Childéric, donc du père de Clovis, Rémy écrit une lettre à Clovis dans laquelle il dresse le portrait du roi qu'il doit être, et il commence à lui conférer en fait ce début de légitimité qui va servir de base à l'élaboration de l'idée royale franque. Alors il commence par ces phrases: une grande nouvelle est parvenue jusqu'à nous, vous avez hérité du gouvernement de la Belgique seconde. De quoi parle-t-il en disant vous avez hérité du gouvernement de la Belgique seconde? Il parle évidemment de la mort de Childéric, du père de Clovis, mais surtout ce qui est étonnant, c'est qu'il parle d'un héritage du gouvernement par rapport à une province romaine, donc il reste dans la fiction qui était celle de Childéric, du pouvoir qui aurait été dévolu par un empereur romain à la famille de Clovis. Et il s'inscrit, ce faisant, dans le cadre de la seule légitimité que les populations de Gaule connaissent, c'est-à-dire la légitimité romaine. Et il inscrit, ce faisant, Clovis dans cette légitimité. Rien d'étonnant à ce que tu sois à tes débuts ce que tes parents ont toujours été, donc il le replace dans une dynastie. Voici ce que tu dois faire pour commencer, t'assurer que le Seigneur ne te retire pas sa faveur, ni que ton mérite ne défaille au moment où il est parvenu à ce sommet culminant où ton ingénieuse humilité l'a établi. Alors il lui demande de s'entourer de conseillers capables de faire honneur à sa réputation, d'être généreux avec retenue et justice, de manifester du respect envers les évêques qui l'entourent et qui le conseillent, parce qu'encore une fois, Clovis n'est pas un baptisé pour l'instant, mais il a l'intelligence de prendre le conseil, comme son père Childéric, des autorités ecclésiastiques de sa province.
Donc il demande d'encourager les habitants de sa province, de protéger la veuve, de nourrir l'orphelin, d'être bon globalement, que son tribunal soit ouvert à tous, très important, donc pas simplement aux Francs, que le conquérant a emmené avec lui, enfin que les ancêtres du conquérant ont emmené avec lui, mais à tous les habitants de sa province. Et il lui rappelle les richesses qu'il a héritées de son père. À travers cette lettre, qui d'ailleurs était destinée à une diffusion publique dès l'époque, l'évêque de Reims tente de peser de tout son poids de principale autorité catholique et romaine pour asseoir, avec le pouvoir naissant de Clovis, une sorte d'ordre politique stable qui serait placé plus ou moins sous le patronage du clergé chrétien. Alors on pourrait s'étonner du soutien total apporté par un prince de l'Église, un seigneur païen. Après tout, on s'en souvient, le grand ennemi de Clovis, c'est ce Syagrius, seigneur romain, donc chrétien, qui est allié à des Wisigoths, eux-mêmes chrétiens. Donc pourquoi privilégier Clovis? En réalité, Rémi ne veut pas des Wisigoths, il ne veut pas non plus de Syagrius. La raison en est double, du moins on peut le supposer. La première raison est de nature plus pratique. Rémi a eu le temps de connaître la valeur de l'administration exercée par Childéric, respectueuse des traditions romaines et de la place que doivent occuper les évêques dans le gouvernement, place très importante. Et la seconde est de nature plutôt religieuse. Les Wisigoths, bien que chrétiens, appartiennent à ce qu'on appelle l'arianisme. L'arianisme, c'est une hérésie de l'Église chrétienne qui ne reconnaît de nature divine que pour Dieu et l'exclut pour Jésus-Christ, entre autres divergences avec le culte chrétien romain classique. Cette hérésie est particulièrement développée chez les Wisigoths et fait peser sur le culte chrétien autant que sur l'évêque de Rome une menace que le haut clergé de Gaule ne peut négliger. Grâce à la correspondance de l'évêque Rémi avec l'évêque de Clermont, Sidoine Apollinaire, on apprend que Rémi, comme son frère Principius, considère le parti wisigothique comme une menace. Ils ne veulent pas que le royaume de Ric ou de son successeur, Alaric II, progresse davantage. Mais le truc, c'est que ces évêques se trompent peut-être un petit peu en considérant que les jeunes souverains francs seront aisément manipulables dans un cadre d'éternelle suggestion à l'idéal impérial. Et l'ambition de Clovis ne tardera pas à s'établir indépendamment de l'ordre des Césars. Durant les dernières années du règne de Childéric, son royaume, sa principauté franque, on pourrait presque dire, a considérablement diminué sous les coups de Syagrius. L'arrivée au pouvoir de Clovis est donc marquée à la fois par un repli territorial et par la revendication d'une légitimité concurrente. Le nouveau souverain saisit l'occasion des funérailles de son père pour revendiquer autant un héritage impérial que la place particulière qu'il entend occuper chez les Francs, alors divisé en plusieurs chefferies au sein de la Gaule. Et c'est comme ça qu'il va utiliser les funérailles de son père pour fonder un autre pan de sa légitimité. Clovis fait enterrer Childéric avec une splendeur sans pareil, une profusion d'armes et de bijoux tels que jamais les rois francs ne l'ont pratiqué avant lui, au cours d'une cérémonie qui très probablement ne put qu'être grandiose. Comme souvent dans l'histoire, la cérémonie funéraire du prédécesseur ne fut finalement qu'une excuse pour une démonstration de puissance, l'occasion de faire voir à ses partisans que le pouvoir de Childéric, déjà considérable malgré les pertes territoriales de fin de règne, est relevé par son héritier. C'est un culte essentiellement franc, donc germanique, avec une concession à la légitimité impériale. Childéric est inhumé avec l'agneau sigillaire, souvenir de la confiance témoignée par l'empereur romain qui lui avait délégué l'administration de la Belgique seconde. Hormis cet anneau, le reste de la cérémonie est un hommage vibrant à la culture franque et aux croyances les plus vitales du paganisme. Un trésor de mobilier d'or et de grenades dans la plus pure tradition germaine entoure la dépouille du défunt roi. Plus de 20 chevaux sont tués pour être placés dans les 3 fosses qui encadrent le tumulus qui aurait été monumental. Ce qui est véritablement exceptionnel, c'est le caractère unique de l'inhumation de Childéric, qui ne reproduit pas simplement des pratiques anciennes, mais qui crée de nouvelles normes qui vont accompagner la jeune monarchie. Clovis crée pour le peuple qu'il façonne des gestes et des rituels qui deviendront des signes de reconnaissance. Il parvient à la fois à représenter le soutien impérial et la dimension ethnique
donc franque, de sa jeune royauté. Concession donc au souvenir impérial, faire vibrer ces guerriers francs. Il manque un troisième point qui va être le troisième pilier de la base de la monarchie de Clovis, c'est la religion. Fort de la situation particulièrement enviable dont il hérite au sein du peuple franc et comprenant la nécessité d'unir son peuple afin de combattre et de vaincre les uns après les autres ses adversaires, Clovis entreprend d'abord une politique d'alliance dès son accession au trône. Il s'allie aux Francs rhénans, puis aux Francs de Cambrai, dont le roi Ragnacaire est probablement un de ses parents, le fera assassiner un peu plus tard. Se considérant finalement comme suffisamment fort, il entame à partir de 486 la conquête des territoires dits romains de Syagrius, situés entre Meuse et Loire, et c'est à la bataille de Soissons, si célèbre pour le vase disputé lors du partage du butin, que le destin de cette campagne s'est joué. Alors si l'on aurait aimé que Grégoire de Tours nous donne davantage de détails sur l'affrontement, il nous a tout de même donné l'information essentielle, la victoire complète de Clovis et l'annexion à son domaine des terres de Syagrius. Ce dernier cherchera à trouver asile chez son allié, le roi Alaric. Or, le Wisigoth n'est pas sentimental, sans armée et sans terre, le Romain lui est désormais inutile. Il le livre à Clovis, ce qu'il advint alors est raconté par Grégoire de Tours. Clovis, quand Syagrius lui fut livré, donne l'ordre de le tenir sous bonne garde. Une fois qu'il eut reçu son royaume, il ordonna qu'on le tuât en secret d'un coup d'épée. Aussitôt après la bataille de Soissons, Clovis commence à éliminer les autres chefs francs, ses concurrents directs, afin de créer une royauté franque unique. Il commence par se débarrasser d'un certain Charakik, qui était un roi franc qui n'avait pas rejoint la bataille de Soissons. De la même manière, et pour d'autres raisons, il se retourne contre le roi de Cambrai, Ragnacaire. Il commence par saper l'autorité de son parent en débauchant de nombreux membres de son entourage et finalement il remporte une victoire assez facile. Il le tuera après la bataille qui les oppose ainsi que son frère. Le temps des combats n'est pas terminé pour Clovis, mais celui de poser le ciment de la légitimité qu'il aura à régner, lui, peut commencer. Il s'est marié entre 492 et 493 avec Clotilde, une princesse chrétienne de haut lignage, qui était la fille du roi des Burgondes Chilpéric II et de la reine Caréthène. Celle-ci devient son épouse principale. C'est une femme qui est très très chrétienne, qui est dans une famille aussi des Burgondes très chrétiens. Le chemin de la conversion s'ouvre ainsi devant Clovis, mais également pour le peuple franc qu'il vient d'unir sous sa férule. Du fait du rang très particulier de Clotilde parmi les épouses de Clovis, en tant qu'épouse principale, c'est elle qui aura la charge de donner les principaux héritiers du royaume de Clovis. Or, dans la famille royale burgonde, ce sont les femmes qui ont le privilège de transmettre la religion. Et comme l'a rappelé Bruno du Mézil, en l'épousant, Clovis a donc, en toute connaissance de cause, accepté que ses héritiers reçoivent le baptême, ce qui était probablement le premier pas vers sa propre conversion. Et là, on en vient probablement, je dis probablement parce que c'est l'histoire qui a retenu ce moment, à la bataille de Tolbiac, durant la campagne que Clovis mène contre les Alamans, où, voyant la victoire lui échapper, Clovis, à genoux, supplie le Christ et lui promet de se convertir si, ouvrez les guillemets, Jésus, que sa femme Clotilde proclame fils de Dieu vivant, lui accordait la victoire. Alors pour ceux qui connaissent bien leur histoire romaine, cette légende, cette histoire de la bataille de Tolbiac est quelque peu similaire à la promesse que fit l'empereur romain Constantin en 312 lors de la bataille du pont Milvius. La raison en est claire, Grégoire de Tours, qui écrit encore une fois l'histoire des premiers rois de France, notamment celle de Clovis, reprend le modèle constantinien, conversion après une bataille, rôle important d'une femme, c'était Hélène pour Constantin, Clotilde pour Clovis, pour répéter ce qu'il y a de plus glorieux et légitimer la royauté franque en faisant le nouveau choix de Dieu pour assurer la légitimité du pouvoir. Alors, aujourd'hui, les historiens mettent en cause cette version de la conversion de Clovis. La plupart des sources historiques ne mentionnent pas de bataille de Tolbiac, mais une bataille inconnue durant laquelle Clovis aurait fait le même vœu. Une hypothèse veut que la bataille eut lieu en 506 à cause d'une lettre de Théodoric envoyée entre 506 et 507 à Clovis où il est mentionné la victoire de Clovis sur les Alamans.
S'il en est ainsi et si on admet que le baptême du grand roi eut lieu après sa campagne contre les Alamans, après sa victoire donc à Tolbiac ou ailleurs, il faut donc admettre que la date généralement retenue pour son baptême, à savoir soit Noël 496, soit Noël 498, est fausse et la vraie datation doit probablement être postérieure. Mais ça, après, on rentre dans les détails. Toujours est-il que après cette campagne contre les Alamans et après sa conversion, donc probablement entre 496 et 511, Clovis a réussi un tour de force que peu de conquérants ont réussi. Il a légitimé son pouvoir vis-à-vis de ses nouveaux sujets comme vis-à-vis de ses anciens sujets, et il est en train de créer ce peuple des Français, qui dépasse le peuple franc et qui est l'union des Gallo-Romains et des Francs. Alors il faut tout de même considérer que Clovis prenait un sacré risque avec son armée. Les Francs, comme les Germains, considéraient qu'un chef ne vaut que par la protection que lui inspirent les dieux, et la conversion à une autre religion, en particulier la religion chrétienne, va à l'encontre de cela. Mais Clovis saura démontrer à partir de son baptême qu'il jouit plus que jamais de la protection divine, et les campagnes victorieuses vont s'enchaîner jusqu'à ce que sa domination touche la majeure partie de la Gaule. Et cela, il le doit très probablement autant à son armée qu'à sa conversion qui lui rallia le soutien de l'Église catholique chrétienne dans son ensemble, mais aussi des populations locales. La suite, on la connaît. Grande campagne de Clovis est dirigée contre le royaume wisigoth en 507, probablement. Il semblerait que la stabilité du royaume arien des Wisigoths était largement entamée à partir de la conversion de Clovis, qui aurait suscité la résistance des sujets gallo-romains chrétiens traditionnels par rapport au roi Alaric, qui était, je le rappelle, un arien. En lisant Grégoire de Tours, on y trouve un résumé très clair de la campagne de conquête menée par les Francs. À la bataille de Vouillé, près de Poitiers, l'armée du roi wisigoth est écrasée, Alaric II est tué, son fils fuit en Espagne. Petit à petit, en quelques mois, Clovis élimine et fait éliminer les Wisigoths de la plus grande partie de l'Aquitaine. Une fois la campagne terminée, il retourne dans la cité de Tours, offrant de nombreux cadeaux à la Sainte Basilique du bienheureux Martin. Au printemps 508, c'est le moment du triomphe, encore une fois la répétition de la geste impériale. Grégoire de Tours nous en dresse un portrait vibrant. Le roi Clovis reçut de l'empereur Anastase les codicilles du consulat et il se revêtit en la basilique de Saint-Martin de la tunique pourpre et de la chlamyde, imposant sur sa tête le diadème, etc., monté à cheval, etc. En fait, Grégoire de Tours évoque effectivement le don d'Anastase, l'empereur de l'Empire romain d'Orient, encore de Byzance, des insignes du consulat, donnant au roi franc une nouvelle quantité de légitimité à régner à travers le souvenir de l'Empire romain. Un certain nombre d'historiens y ont vu un simple hocher que les chroniqueurs francs auraient exhibé pour en tirer une leçon, un droit, comme un testament de l'Empire romain au nouveau souverain de la Gaule. Mais cette explication est contraire à ce que l'histoire du jeune Empire d'Orient nous enseigne. La politique poursuivie par l'empereur est alors d'accorder aux principaux rois chrétiens d'Occident les honneurs et les dignités les plus élevées. Ainsi en a-t-il été en 497 pour Théodoric, le roi des Ostrogoths. À travers cette nouvelle reconnaissance romaine, donc de l'empereur Anastase, de Clovis, excusez-moi, par l'empereur Anastase, c'est une certaine idée de la légitimité romaine qui est transmise à Clovis, afin qu'il puisse l'utiliser auprès de ses sujets, et notamment de ses sujets gallo-romains, et l'ajouter donc à la toute jeune doctrine qui entoure la royauté mérovingienne, la plaçant dans la lignée d'Aegidius, du comte Paul et de son propre père Childéric. D'ailleurs, il semble bien que la partie gallo-romaine de la population du royaume franc a trouvé là une consécration politique dont elle était un petit peu orpheline depuis l'écroulement de la partie occidentale de l'Empire romain. Après la conversion de Clovis s'ajoute également une légitimité religieuse. Il a à partir de là la même religion que le peuple, que la majorité du peuple présent sur le territoire de son royaume. Et ses victoires militaires lui ont conféré la légitimité guerrière dont il avait besoin pour obtenir le soutien de son propre peuple qui a mené ces batailles, celui des Francs. On voit donc que la base idéologique sur laquelle est posée la royauté franque, qui donnera plus tard la royauté française, c'est à la fois le souvenir de l'Empire romain,
la religion chrétienne et la puissance militaire des guerriers francs. Et ces trois piliers, en fait, de la toute jeune monarchie de Clovis, on va les retrouver à travers l'histoire. Il ne s'arrête pas à l'époque mérovingienne, ni à l'époque carolingienne, il se perpétue, toujours ce besoin de se présenter comme les héritiers de l'Empire romain d'Occident, toujours ce besoin de se présenter comme les protecteurs de l'Église chrétienne. Le roi de France est le roi très chrétien, en opposition d'ailleurs au roi d'Espagne qui est le roi très catholique. Et également cette légitimité issue des grands guerriers francs comme Clovis, qui ne cessera d'être utilisé par les soutiens du roi de France à travers les âges. Eh bien, c'est tout pour cette émission du Cercle Richelieu. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite de devenir royaliste très vite. Et à très bientôt sur le Cercle Richelieu.